Allez, bienvenue, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Oui, c'est important qu'on soit encore plus nombreux tous les soirs à parler de sport, ouais, à décrypter toute l'actualité sportive. Henri Jo est arrivé sur le plateau. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Bon, vous étiez en mode arts martiaux. Je vous ai vu sur le côté, là. Vous étiez en train de faire quelques katas en compagnie de notre invité qu'on va retrouver sans plus attendre. Ouais, puisque notre invité de ce soir est un maître en arts martiaux et président d'une association sportive qu'il dirige depuis 2018, l'association Yosekan Côte d'Ivoire, affiliée à la Fédération ivoirienne de karaté-do et discipline associée. La Grande Team reçoit ce soir Monsieur Fida Kwaku. Bonsoir, Monsieur Kwaku. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ça va? Ça va. Il me fait peur. Le bonsoir me fait déjà peur. Hein. Moi, il n'y a pas parlé de... Le bonsoir était déjà... Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Hein? Oui, Bon, vous êtes gentil quand même, rassurez-moi. Oui. D'accord, très bien. Bon, on va parler de cette discipline, le Yosekan. Oui. Qu'est-ce que c'est? Merci d'abord. Alors, le Yosekan Karaté-Do, c'est une discipline japonaise qui a été transportée au Canada, oui, et qui est vraiment développée au Canada. Oui. Et donc, d'aucuns diraient même que c'est une discipline canadienne. C'est un art martial. C'est pas asiatique, c'est canadien. Si véritablement c'est asiatique, parce que tout ce qu'on pratique dans tout le monde entier a quand même une origine japonaise. Alors, Giancarlo qui a appris le Yosekan Karaté-Do, il a appris en Asie. Oui. Et il est allé s'installer au Canada où il a développé la discipline. Et donc, la discipline s'est véritablement répandue au Canada. D'accord. Voilà. Très bien. Quelle est la particularité du Yosekan? Alors, le Yosekan, comme je disais, c'est un art martial qui est pratiqué comme les autres arts martiaux. Mais je vais dire que sa particularité, en plus du karaté traditionnel, le karaté brut qu'on connaît, le Yosekan ajoute aussi les techniques de souplesse qu'on appelle les jujutsu. Et puis, ils ont beaucoup de maniements d'armes, les armes qui sont je vais dire que leur point fort aussi. Et ce qu'on ne voit pas dans les autres disciplines de karaté. Voilà. D'accord, très bien. Alors, quelle est la place de cette discipline, le Yosekan, en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un sport qui est répandu? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adhérents? Parce que vous avez une association quand même, Yosekan Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est? C'est ça. Alors, merci. Il faut dire que le Yosekan a été introduit en Côte d'Ivoire depuis 1977 par le grand maître Yahi Daniel. Et après, la discipline a été récupérée par son frère Yahi Vincent. Alors, le Yosekan est très répandu. Le Yosekan a fait ses beaux jours depuis 1977 jusqu'en 2015, où on a connu quelques difficultés. Mais je vais dire qu'à ce jour, le Yosekan est installé dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, l'association se positionne comme la deuxième discipline au niveau de la Fédération ivoirienne de karaté. La deuxième association, je vais dire, qui est plus en activité au niveau de la Fédération ivoirienne de karaté. Vous venez d'évoquer tout à l'heure que vous avez connu quelques difficultés à partir de 2015. Quelles sont ces difficultés? Alors, il faut dire que j'étais le secrétaire général. L'association que je dirige, c'est Côte d'Ivoire Yosekan, SIOC. Mais avant 2015, c'était IOC. C'est après... Qui veut dire IOC, Association Yosekan Karaté-Do. Alors, quand je suis venu à la tête de l'association, j'ai donné une nouvelle dénomination pour donner quand même un nouveau départ. Parce que quand même, on avait rompu avec beaucoup de choses. C'est là qu'est partie la crise. Je veux dire que c'est la crise qui a fait naître la nouvelle dénomination. J'étais le secrétaire général
de l'association IOC. Et là, vous savez, les secrétaires généraux sont tout le temps en contact avec les informations. Ils vont même au cœur de certaines informations qui sont gardées secrètes. Et quand c'est comme ça, si tu ne sais pas manier l'information, ça te crée beaucoup de problèmes. C'est ce qui m'est arrivé avec le président Yahi, où, étant secrétaire général, porte-parole de l'association auprès de l'instance internationale, je suis rentré en contact avec le Canada pour voir à quel niveau nous étions, quel était le poids de notre association au plan international. Et ils m'ont fait savoir, malheureusement, que depuis plus de 10 à 15 ans, on n'était plus vraiment dans leur fichier. J'étais scandalisé et donc, c'est là que j'ai pas été, peut-être, j'ai pas eu l'esprit de garder l'information et je suis remonté à mes responsables. Et c'était l'erreur que j'avais commise. Ils avaient trouvé que j'étais allé un peu trop loin, voire un peu trop dans les choses. Et donc, il fallait me casser. C'est-à-dire que, Président, j'avoue que moi, quand je regarde toutes vos associations et disciplines dans la grande famille du karaté, je suis un peu perdu, pour être honnête. Oui. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant d'associations, oui, autant de disciplines oui, dans une même famille qui est le karaté. Qu'est-ce qui explique tout ça? Pourquoi il y a telle discipline, telle autre discipline dans une même fédération? J'avoue que je ne comprends pas très bien. Et quand on regarde comme ça, on se dit, mais est-ce que si tout le monde était ensemble, si tout le monde avait cette fusion-là, est-ce qu'on n'aurait pas eu plus d'efficacité, plus de réussite, par exemple, dans le fonctionnement de nos différentes associations? Merci, mais je dis que la fusion est faite. Dès lors qu'on se retrouve au sein de la Fédération ivoirienne de karaté qui fédère toutes ces associations, je pense qu'à partir de là, on a unifié nos forces. Donc on pouvait quand même aller de l'avant. Peut-être que c'est des problèmes internes ou bien des problèmes de gestion des personnes même qui sont au sein de la fédération, ou bien certainement les responsables fédéraux qui ne mettent pas ou bien qui ne créent pas les conditions pour que vraiment on parte dans le même sens. Sinon, je dirais même que la diversité des disciplines là devrait être un atout. Parce qu'on vient d'horizons divers et chacun devrait apporter quelque chose qui est propre à lui. Ça pouvait nous quand même propulser de l'avant. Est-ce que cette guerre, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une guerre de suprématie par rapport à toutes ces associations dans la fédération qui peut emmener des conflits, je veux dire, de compétences ou bien des conflits par moment? Est-ce qu'il n'y a pas cette concurrence, cette guerre-là entre vous au sein de la fédération? Non, pas du tout. Parce que comme je le disais, on vient d'horizons divers. Quand je parle de Yosekan, on connaît le fondateur du Yosekan, on connaît les différents maîtres. Donc moi, je ne peux pas aller sur le terrain du Shotokan parce que je ne fais pas du Shotokan. Je ne peux pas concurrencer le Shotokan. Je ne peux même pas envier un pratiquant du Shotokan. Vous voyez un peu. Donc je vais dire qu'ils ont le Shotokan qui a son président, le Wadorio. Il ne peut pas avoir ces problèmes-là. Mais les problèmes naissent généralement au sein même des disciplines. Je vais dire Yosekan, qui est en Côte d'Ivoire ici, dès lors qu'il y a des problèmes au sein du Yosekan, c'est là qu'on voit qu'il y a des divisions. Sinon, entre nous, disciplines de la fédération, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de guerre entre Wadorio, entre Chitorio, jamais. D'accord. Henri Jo. Alors, vous expliquez à l'instant que c'est à partir de 2015 que les problèmes ont commencé au sein de votre association. C'est ça. Notamment quand vous avez décidé de savoir un peu plus sur la position de notre pays au niveau international et que vous avez découvert qu'on n'était pas dans les fichiers selon ce que l'instance internationale vous a communiqué. En ce moment, le président d'alors, oui, comment a-t-il accueilli la nouvelle? Comment s'est passé ce problème-là? Comment l'instance internationale ensuite a réagi à la suite de votre investigation? Alors, le président d'alors c'est Cess Etienne. Le maître Yahi est notre grand maître, mais je vais dire que c'est notre maître. Donc, bien que le président Cess soit le président, le décideur était bien maître Yahi Vincent. Yahi Vincent qui avait la discipline en main, qui était le maître de la discipline. Donc j'ai évoqué le problème au président qui ne m'a pas donné suite favorable. Alors je suis en de très bons termes avec notre grand maître. Donc je l'ai approché, je l'ai trouvé à son bureau et je lui ai expliqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on revoie ça, sinon je crois qu'on est seul là.
On n'est pas suivi au niveau de l'international et je crois que... Jusqu'à présent? Non, avant 2015. D'accord, ok. Donc quand j'ai posé le problème, ça n'a pas été du goût de certaines personnes, comme je l'ai dit, et ça a valu même ma radiation. D'accord. Voilà. Donc là, on est en 2015. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'instance internationale? Je voulais dire qu'après 2015, je suis resté sans discipline parce que j'étais radié et j'ai remonté l'information au Canada. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est avec toi qu'on échange ces dernières années. Donc, on peut dire que c'est toi qu'on reconnaît. Parce que ceux qui disent qu'ils font Yosekan là-bas, ils ne sont pas affiliés ici, on ne les reconnaît pas. Donc, si tu es radié du Yosekan, nous, on va te donner ce pouvoir-là de faire notre Yosekan. Bon, c'est après ça que ceux qui sont restés de l'autre côté sont allés au Canada, aller s'informer, aller reprendre les choses en main. Et ils leur ont dit que ce n'était plus possible parce qu'ils avaient déjà leur interlocuteur au niveau de l'Afrique qui était Fida Kouakou. Alors, l'autre groupe a dévié au Yosé-Chine. Et nous, on est resté Yosekan. D'accord. Et donc, oui, parlant des rapports, en 2019 déjà, j'ai fait venir le président du conseil d'administration du Yosekan Karaté-Do qui est venu en Côte d'Ivoire pour 3 semaines. Et durant son séjour, nous avons fait plusieurs stages. Nous avons organisé des compétitions internationales ici. Nous avons fait un examen de grade qui a vu vraiment la participation d'une centaine de candidats. D'accord. Voilà. Vous avez évoqué le Yosé-Chine, qui, avec le Yosekan, font partie de la même famille. C'est ça. Pourtant, il y a une division, il y a des problèmes entre ces deux disciplines. Qu'est-ce qui explique ça? Il y avait problème, mais il n'y a plus problème. Il y avait problème parce que, au début, on confondait les deux. Maître Yahi, qui est le maître depuis 1977 jusqu'en 2015 du Yosekan, et après, on dit qu'il fait Yosé-Chine. Et donc, quand tous ceux qui nous voyaient disaient que, bon, vous faites Yosé-Chine, on dit non, mais il y a eu un problème. Donc, au début, il y avait quand même un flou. Mais après la création de notre nouvelle association, SIOC, tout le monde était éclairé. Et donc, Maître Yahi, qui a gardé l'appellation Yosé, mais cette fois-ci, maintenant, qui était association Yosé-Chine, Nippon Karaté-Do et autres. Et nous, on est venu avec SIOC, qui veut dire Côte d'Ivoire Yosekan Karaté-Do. Donc, à partir de là, on a compris, on a vu déjà ceux qui faisaient Yosekan et ceux qui étaient partis de l'autre côté. Il faut dire que quand moi j'ai été radié, je m'étais retiré avec juste 4 personnes. Mais quand j'ai créé l'association, mon objectif premier, c'était de réconcilier toutes les deux positions. J'ai tendu la main à tous ceux qui étaient partis au Yossé-Chine. J'ai dit qu'il y avait problème. Et tout le monde reconnaissait qu'il y avait un problème. Et donc, pratiquement les trois quarts de ceux qui étaient au Yossé-Chine sont venus me rejoindre. Je vais même parler de notre grand formateur, le Renchi Kwasi Kona David, le plus haut gradé du Yosekan en Côte d'Ivoire, qui était là-bas. Et quand j'ai tendu la pêche, ils ont tous saisi la pêche et ils m'ont rejoint. Donc du coup, on a formé un très grand groupe. Et avec l'instance internationale qui nous soutient, je pense que tout a été lancé et on est repositionné. Alors, Fida Kouakou, quelles sont aujourd'hui vos relations avec les présidents des autres associations membres de la fédération? Merci beaucoup. Je voulais signifier que je suis le président de Côte d'Ivoire Yosekan, mais en même temps, j'ai été depuis longtemps secrétaire général de la Fédération ivoirienne de Karaté-Do. J'ai été directeur technique adjoint de la Fédération ivoirienne de Karaté-Do, responsable des filles en équipe nationale. Aujourd'hui, je suis le secrétaire administratif de la Fédération ivoirienne de Karaté-Do et disciplines associées qu'on appelle le directeur exécutif. Ma position à la fédération, si vous voulez, m'oblige à être en de très bons termes avec les présidents d'associations. Parce que tout ce que je reçois matin jusqu'au soir, ce sont les présidents d'associations. Peut-être que ma position peut peut-être obliger certains à collaborer avec moi, qu'ils veuillent ou pas, mais je me dis que moi, je n'use véritablement pas de ma position pour créer vraiment une certaine amitié entre les présidents. Mais je crée plutôt un climat de convivialité qui me permet quand même d'être en de très bons termes avec les autres présidents. La preuve en est que j'ai initié la compétition que j'ai dénommée
le tournoi de l'amitié et qui opposait les disciplines entre elles. Donc, la première rencontre, on a rencontré le Sorenguru, puis on a rencontré le Wadorio, donc ainsi de suite. Ça fait que ça a créé un engouement et ça a créé des liens de fraternité entre les différentes associations. D'accord. Au niveau de l'association de karaté, il y a, comme vous l'avez dit, Wadorio, Shotokan. Est-ce que c'est parce qu'ils vous empêchent aujourd'hui, surtout empêchent le karaté d'être vraiment représenté au niveau des Jeux Olympiques? C'est vrai, à partir de 2024, on les aura. Oui. Mais est-ce que dans les années passées, est-ce que ce n'est pas cette diversité-là qui a fait qu'on n'arrive pas vraiment à vous permettre de participer aux Jeux Olympiques? Non, je pense que le problème des Jeux Olympiques, c'est plutôt les règles des compétitions qu'on nous demandait de revoir au niveau du karaté. Et c'est ce qui a été revu et c'est pour cela que le karaté a été accepté. Mais je veux dire, c'est vrai, c'est des noms, hein. Yosekan, Wadorio, Shitoru, c'est juste des noms. Mais à l'intérieur, c'est la même pratique, juste de petites différences. Je veux dire véritablement, il n'y a pas de problème entre les disciplines. C'est pour cela, au niveau de la fédération de karaté, il n'y a qu'une seule équipe nationale. Et l'équipe nationale est composée des éléments de toutes ces couches. Quand on dit c'est une équipe nationale, les règles de Yosekan, on les met à côté. Les règles du Wadorio, on les met à côté. Les règles de compétition du Shotokan. Et on s'allie maintenant aux règles de la Fédération mondiale de karaté. Voilà un peu. D'accord. Quel bilan est-ce que vous faites de votre gestion à la tête de l'association? J'ai trouvé une association, je peux le dire, totalement à genoux, parce que j'étais acteur de l'association qui venait de s'écrouler. J'étais le secrétaire général, un membre, je veux dire, un pion essentiel. Donc si j'ai dit que l'association était à genoux, elle était vraiment à genoux. Alors aujourd'hui, je me félicite du travail que mes collaborateurs ont effectué. Ce sont eux qui ont fait le travail. Nous sommes allés aux élections avec plus de 40 clubs, je veux dire affiliés. Les gens ont du mal quand même à s'affilier à la fédération. Par le passé, on était avec l'AIOC, on avait 5 clubs, 2 clubs. Et pour notre première année, on passe à 40 clubs. Je pense que c'est une grande satisfaction. Et je ne peux que remercier tous ceux qui nous soutiennent et tous les pratiquants du Yosekan Karaté Do. On va parler des objectifs maintenant, et ce sera la dernière question. Quels sont vos objectifs à travers cette association? D'accord. Nous avons fait déjà un petit chemin, je ne dirais même pas grand, parce que c'est juste 2 ans d'exercice. Nous avons du chemin à faire, et pour cela, il faille qu'on sache véritablement où on va. Savoir où on va, pour moi, c'est... Quelle est notre cible au niveau de ce que je vais faire? Notre cible, c'est quoi? C'est la population. Et donc, notre karaté, généralement, se résume au niveau d'Abidjan. On fait les compétitions tout à Abidjan. Moi, je voulais faire le karaté de proximité, aller à l'intérieur du pays, aller au contact de la population pour vraiment faire la promotion, non seulement du Yosekan, mais de tout ce qui est discipline karaté. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu mon objectif premier. Aller... parler du karaté. Le karaté, comme il le disait de suite là, le karaté est peut-être... Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas bien le karaté. Généralement, dès qu'on voit quelqu'un dans une tenue, on dit il fait karaté. Que ce soit une tenue de taekwondo, une tenue de kung-fu, il faut qu'on fasse la proximité. Oui. Et là, c'est mon objectif premier, aller au contact des gens, leur parler du karaté, maîtriser le Yosekan Karaté Do. À partir de là, s'ils se sont accaparés de la discipline, je pourrai maintenant développer certaines choses. Voilà un peu mes objectifs. Eh bien, merci beaucoup, Fida Kouakou. On rappelle que vous êtes président de l'association Yosekan Côte d'Ivoire. On vous souhaite vraiment bonne continuation dans l'exercice de vos fonctions. On espère en tout cas que cette discipline va continuer à prendre de l'essor. Et nous, on est très heureux de l'avoir découvert et de l'avoir fait découvrir aussi aux téléspectateurs. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci. D'accord ? Merci à vous. Merci. Allez, on va poursuivre. Et oui, on va quitter les arts martiaux. On va revenir au football à présent avec l'actu de ce soir. Et la
l'actu de ce soir, c'est évidemment cette 3e journée du UEFA Champions League qui a commencé ce mardi. Eh bien, on va se faire un point tout de suite et pour cela, on va accueillir notre Ballot sur le plateau. Eh ouais, Ballot, vous arrivez comme un invité ce soir. Bah, bien sûr, oui. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, super. Alors, plein de belles rencontres qu'on a suivies pour vous. On va en parler. Et on commence tout de suite avec Real Madrid, Inter Milan. Ah oui, Real Madrid, Inter Milan, c'était un match fantastique, fabuleux à voir. On l'avait évoqué hier que ça allait être un match palpitant à suivre parce que ces deux équipes qui se connaissent, qui avaient l'habitude de se pratiquer en Ligue des Champions. On voit tout de suite là le premier but qui a été inscrit par Karim Benzema pour l'équipe du Real Madrid. Il va bien suivre la faute du défenseur. Et puis là, le deuxième but est un but inscrit par Sergio Ramos, le capitaine de cette équipe-là sur corner. C'était bien travaillé. Et puis, ce sera 2-0. Et puis, il y aura la réduction du score quand même de cette équipe de l'Inter de Milan par Lautaro Martinez. Et ça, c'était dans la 33e minute. Et puis, quand on est revenu des vestiaires, il y a eu l'égalisation pour cette formation de l'Inter de Milan par Perisic à la 68e minute. Et puis le Real Madrid va encore avoir les ressources avec les entrées de Rodrigo et puis de Vinicius, le centre de Vinicius qui va retrouver Rodrigo à l'entrée de la surface de réparation. La frappe est magnifique, elle est belle pour le 3-2 pour cette équipe du Real Madrid et qui se relance dans cette poule avec cette victoire face à l'équipe de l'Inter. C'était un match très relevé et très rythmé et puis techniquement, on a vu une équipe du Real Madrid qui avait beaucoup plus d'assurance, plus d'assises dans cette rencontre. Elle a réussi à avoir son temps de domination. L'Inter aussi a eu son temps de domination, mais à la fin, on a senti une équipe du Real Madrid qui avait plus de ressources que l'Inter et elle a remporté cette victoire. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Real Madrid de la première journée et le Real Madrid de cette 3e journée? Je veux dire, quelque part, ils ont gommé les errances défensives dans les débuts de match. Parce qu'on se rappelle, face à Mönchengladbach et face à l'équipe du Shakhtar Donetsk, à chaque fois, c'était une équipe du Real à réaction. C'est-à-dire, elle était menée avant de réagir. Mais hier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout de suite attaqué l'équipe de l'Inter de Milan. Et ils ont marqué les 2 premiers buts. Du coup, ça a obligé l'Inter à se découvrir, à sortir. Mais derrière, ça n'a pas aussi effacé les petites erreurs défensives. Donc, il va falloir, pour cette équipe du Real de Madrid dans l'avenir, essayer de corriger au niveau de la défense. Parce que c'est vrai, Varane, Ramos était là, mais on voit à des moments, quand Ramos n'est pas là, il y a la grosse difficulté à former une paire défensive entre Varane et Militao. Malheureusement, lui, il n'était pas là hier. À cause de la Covid-19. Donc, c'est ça le gros problème du Real de Madrid. Par rapport à la première journée, ils n'ont pas encaissé, aux premières journées, ils n'ont pas encaissé d'entrée de jeu, mais ils ne sont pas aussi répartis sans prendre de but. D'accord. Le gros souci du Real Madrid, surtout de Eder Militao et de Varane, c'est un problème de couverture. Ils ont vraiment du mal à couvrir les espaces très souvent laissés par Sergio Ramos. Parce que n'oublions pas que Sergio Ramos aujourd'hui marque beaucoup plus dans les rencontres. Il monte beaucoup sur les phases offensives, sur le coup de pied arrêté. Et donc quand il sort comme ça de la défense, la couverture n'est pas bien assurée par ces deux garçons-là. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que l'équipe du Real Madrid, surtout Eder Militao et Varane, doivent travailler. D'accord. Bon, en tout cas, 3-2 pour le Real Madrid. On poursuit avec cette autre rencontre entre Salzbourg et le Bayern Munich. J'ai envie de dire balade allemande du côté donc, de l'Autriche pour ce superbe résultat des Bavarois qui s'imposent 6-2. C'est Berisha qui ouvre le score très tôt pour cette équipe de Red Bull à la 4e minute. Lewandowski va égaliser à la 21e minute. Le score est de 2-1 pour l'équipe du Bayern. Et puis, 66e minute, les Autrichiens vont égaliser encore. On est à 2 buts partout à partir de cet instant. Et dès lors, Hansi Flick va opérer quelques remplacements du côté du Bayern. Eh bien, en 10 minutes, 4 buts pour les Bavarois qui vont donc faire exploser cette défense de Red Bull. Là, on va Boateng sur la tête. On est à 3-2. Après, les Allemands vont dérouler un Bayern insolent, un Bayern calme de maîtrise collective. On va avoir encore ce tour de but bavarois. Le joli travail là de Sané, frappe enroulée, pied gauche, magnifique, pleine lucarne pour le but du Bavarois. Eh bien, c'est une équipe du Bayern qui continue de confirmer en championnat comme en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. C'est du Grand Bayern qui pourra arrêter cette équipe dans cette compétition. Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose avec encore ce but-là du fameux Lewandowski qui n'arrête pas de marquer dans cette Ligue des Champions.
Donc 6-2 hein, 6-2 pour le l'équipe du Bayern Bayern. Munich. J'ai l'impression qu'on répète la même chose à chaque fois que le Bayern joue, mais c'est incroyable, c'est impressionnant. Et que ce soit face au Barça, hein, on se rappelle de ce score, ça va Encore faire et mal. encore. Ça va faire mal au cœur aux supporters du FC Barcelone, mais voilà, 8-2 et face au FC Barcelone, 6-2 face à la modeste équipe de Salzbourg. Bon, ben, peu importe l'équipe qui est devant, je veux dire, le Bayern y va et joue le même football. Non, effectivement, il faut saluer le travail d'Hans-Dieter Flick, le coach du FC Bayern de Munich, qui a apporté quelque chose à une équipe impressionnante au niveau des qualités athlétiques. Et devant, qui impressionne avec toujours Robert Lewandowski, qui marque des buts importants, avec un milieu de terrain aussi important, avec Goretzka, qui fait du bon travail, Thomas Müller également. Donc, véritablement, le Bayern de Munich est encore favori pour remporter la Ligue des Champions cette année, je le pense. Bon, on est encore en phase de poule, hein, non? Oui, mais il peut se passer ils plein sont de très choses, bien hein. partis. Non, mais là, c'est plus homogène. pour la première fois, je suis d'accord avec Ballot. Mais laissez-moi entretenir le suspense. Il n'y a pas de suspense. Il y a le Real Madrid quand même qui Bon, vient là. allez, Le Real Madrid. une autre rencontre, Porto face à l'Olympique de Marseille, 3-0 pour le FC Porto. Ballot, dites-nous tout. Oui, il faut dire que l'Olympique de Marseille a sombré face aux Portugais au stade de Dragao. Eh bien, Porto va ouvrir justement le score. On le voit encore sur cette action. On joue très bien. On décale le Malien Moussa Mariga qui ouvre le score dès la 4e minute de jeu. Ça permet donc à Porto déjà de prendre une avance intéressante. Et derrière, Dimitri Payet qui rate un pénalty pour l'Olympique de Marseille. Ça a été le tournant de cette rencontre. On le voit, le pénalty est très mal tiré. Le ballon s'envole. On voit que la nouvelle coupe de Dimitri Payet ne lui a pas porté chance, visiblement. Et derrière, le FC Porto va marquer le deuxième but encore une nouvelle fois, va accroître un peu plus son avance dans son fameux stade, on le voit bien. Et derrière, le troisième but pour enfoncer encore plus cette équipe de l'Olympique de Marseille dans les bas-fonds du classement. Pour le troisième but, c'est Luis Diaz cette fois-ci qui inscrit le troisième but pour l'équipe portugaise. Eh bien, l'Olympique de Marseille est entrée dans l'histoire négativement car elle a égalé l'équipe d'Anderlecht, 12 défaites consécutives en Ligue des Champions. Eh bien, c'est catastrophique pour les hommes de Villas-Boas. On espère qu'ils pourront finalement se qualifier pour la Ligue Europa, car ils peuvent encore le faire s'ils battent l'équipe d'Olympiakos. Mais en tout cas, c'est mal embarqué pour les hommes de Villas-Boas. Bon, est-ce qu'on doit comprendre que la Ligue des Champions, c'est peut-être un cran trop haut pour l'Olympique de Marseille? Ah là, on va dire cette année, visiblement, c'est vraiment très grand pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, qui est une équipe un peu en carton ces derniers temps. Oh, comment ça? Bah oui, mais... Non, mais C'est une équipe en bois, c'est vrai. Mais Non, mais là, vous regardez, exagérez. la seule équipe française qui a gagné la Ligue des Champions ne peut pas sombrer et couler de cette manière. C'est inconcevable, c'est inadmissible. Elle a quand même sa place à jouer dans cette poule. Elle peut au moins remporter des rencontres. Vous vous faites battre par l'Olympiakos, vous ne résistez pas face à certaines équipes. Le FC Porto, c'est vrai, c'est quand même c'est une équipe plus ou moins qui a aussi gagné la Ligue des Champions. C'est une des meilleures équipes du Portugal. Portugal. Attendez, Oui, pas mais n'importe quelle équipe non plus. si Marseille, l'équipe visiblement qui a gagné la Ligue des Champions en France, n'est pas capable de tenir la dragée haute face à ces genres de formation, mais c'est vraiment pas la peine. Voilà. Et on est vraiment désolé. Ça vous fait tomber de votre siège. Ça me fait même tomber de mon siège. Quelque part. L'équipe manque de talent, visiblement. Non. Payet, Benedetto, Sanson, Thauvin. C'est des noms méconnus quand même. On ne les connaît vraiment pas du côté de cette équipe de l'Olympique de Marseille. On ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. On les reconnaît Ah, pas. d'accord. Voilà, on les reconnaît pas. Et puis c'est des joueurs, c'est vrai que c'est pas des noms ronflants parce que Marseille quand même, pour son vécu, pour son statut d'antan, c'était quand même de grands joueurs. Les Papin, les Didier Drogba, on peut en citer encore, les Niang. Mais là aujourd'hui, c'est plus rien, c'est dommage quand même pour Marseille. D'accord. Est-ce qu'on peut encore y croire quand on l'a vu, hein, on les a vus, les autres équipes qui ont perdu leurs 3 premiers matchs et qui se sont quand même qualifiées pour la suite de la compétition. Je parle de l'Atalanta Bergame, je parle Newcastle, etc., etc. Je veux dire, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on peut encore y croire pour l'Olympique de Marseille? Mais là, on parle de Marseille. Là, on parle de Marseille, ce n'est pas Newcastle, ce n'est pas l'Atalanta, ce n'est pas les autres. On parle de Marseille, une équipe qui a aligné 12 défaites en Ligue des Champions. Mais c'est, comme le disait à l'instant Boris et Aurélien Stéphane, je dirais que c'est inadmissible. Parce que tous les petits clubs français, quand même, hein, je dis petits clubs qui ont réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, ont souvent marqué un petit point
pendant leur passage, ou souvent marquer des buts, ou souvent remporter des victoires. Mais pas le cas de Marseille. Marseille a aligné 12 défaites et je dirais peut-être la malédiction va les suivre. Parce que hier, après l'ouverture du score de Porto, Marseille a quand même l'opportunité de revenir à la marque avec ce pénalty obtenu. Mais là encore, c'est pas possible. Ça passe au-dessus de la barre transversale. Monsieur, c'est bon, laissez Marseille maintenant. Je dirais que la malédiction, c'est une sorte de malédiction qui peut-être va suivre Marseille parce que derrière, ils vont recevoir Porto et rien ne garantit que voilà, ils vont pouvoir s'imposer aussi. Mais Marseille va vous étonner. Non, il n'y a pas de malédiction. On va saluer quand même la performance de Moussa Marega, le Malien qui a été très bon dans ce match. Il a inscrit un but. On lui a d'ailleurs refusé un but sur une position de hors-jeu. Il a été très très bon pour l'équipe de Porto face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit avec Manchester City face à l'Olympiakos. Oui, effectivement, les Citizens ont réaffirmé, ont confirmé leur suprématie sur leur poule. Ça a commencé rapidement dès la 12e minute avec une belle passe de Kevin De Bruyne pour Ferran Torres qui ouvre le score pour les Citizens. On revoit encore Kevin De Bruyne, toujours très bon passeur et Ferran Torres, le sang-froid face au gardien de l'Olympiakos, qui l'a juste tout simplement et ouvre le score pour Manchester City. 81e minute, on continue encore. Kevin De Bruyne pour Gabriel Jesus, regardez le Brésilien, l'aisance technique. On voit la feinte de corps qui déstabilise le défenseur et derrière, la frappe est imparable. Eh bien, il peut même passer un coup de fil, histoire de rigoler un tout petit peu. Et derrière, 90e minute, passe de Félix Necha pour João Cancelo qui inscrit le 3e but de Manchester City. 3-0, eh bien, la coupe est pleine pour les hommes de Pep Guardiola qui vont terminer sans doute en tête de cette poule-là et vont se qualifier haut les mains pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Allez, City comme à l'école, hein, une vraie récitation pour les Anglais. Et quand surtout Kevin De Bruyne est en pleine forme, on ne peut pas arrêter cette équipe de City. Il met là 2 passes décisives. Le but de Torres à la 12e minute. Plus une autre passe décisive pour Gabriel Jesus à la 81e minute. La clé de cette équipe de Manchester City, l'homme fort de Pep Guardiola, c'est bien Kevin De Bruyne. Insolent de classe, insolent d'intelligence, insolent de vision. C'est lui encore qui débloque la situation pour cette équipe de Manchester City. Très bien. Et pendant que le Bayern inflige un 6-2 à Salzbourg, eh bien, Liverpool inflige un 5-0 à l'Atalanta. Balade, cette fois-ci, je dirais balade anglaise du côté de l'Italie. Et comme à l'image de cette première journée, de cette première vague, 35 buts ont été inscrits lors de 8 rencontres. Voilà. Donc l'équipe de Liverpool avec un Diogo Jota vraiment a été intéressant. Le Portugais d'abord qui va ouvrir le score sur ce petit ballon piqué après avoir éliminé le portier de l'équipe de l'Atalanta Bergame. Il va revenir avec son doublé de la soirée, ce ballon et cette frappe qui lui permet d'avoir les 2 buts. Ensuite, ça sera au tour de Sadio Mané, Salah, voilà, de continuer le festival de Liverpool qui va aller tout seul et face à cette défense, je dirais, de l'Atalanta qui l'a regardé 3-0. Et le Portugais qui viendra avec son triplé pour conclure avec un 5-0 de Liverpool en terre italienne. Je le disais hier, c'était le match entre les 2 équipes favorites de la poule. Les 2 équipes qui ont inscrit beaucoup de buts depuis le début de la saison. 2 équipes joueuses, et ben il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu photo. Comme le disait l'entraîneur de cette équipe de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, Liverpool était plus fort dans le jeu, dans la combativité, dans tout, dans la technique, dans le système de jeu. Ils ont dominé cette équipe de l'Atalanta Bergame, 5-0. Il fallait le faire, ils l'ont fait, cette équipe de Liverpool. Et on parlait de Bayern favori dans cette compétition. Mais il ne faudrait pas aussi oublier Liverpool, qui, après avoir perdu le titre pour le Bayern, peut revenir, rechercher ce titre-là. Et ça sera une belle bataille entre les Anglais et les Allemands au finish. On l'espère bien si les deux ne se rencontrent pas lors des 8e des cas ou des demi-finales. Belle performance, belle prestation de cette équipe de Liverpool. 5-0, c'est révélateur que cette équipe-là est en train de retrouver ses automatismes. Cette formation de Liverpool aujourd'hui est l'une des équipes sur laquelle il va falloir compter pour cette Ligue des Champions. On salue aussi la prestation de Sadio Mané et puis de Salah qui ont été buteurs dans cette rencontre. Ça montre que les Africains sont très en forme. Il faut aussi parler d'eux dans cette Ligue des Champions et c'est une très bonne chose. L'équipe de Liverpool montre aujourd'hui que c'est un ordre et c'est déjà très bien pour cette Ligue des Champions cette année. Oui, il y a eu 3 professeurs d'anglais dans ce match-là. Le jeune Diogo Jota,
portugais, 23 ans. C'est la nouvelle pépite du football portugais avec João Félix du côté de l'Atlético. Il a mis un triplé, c'est magnifique. Et puis les deux autres sont africains, Salah et Mané. C'est une équipe de Liverpool, mais sud d'elle, en force. Ils étaient tous là quasiment. Benaloum, Anderson, Alisson Becker, en l'absence de Van Dijk malheureusement, qui n'est pas là. Mais bon, c'est encore du grand Liverpool, sur qui on devrait compter encore cette saison par rapport à cette Ligue des Champions. Et bravo donc aux Anglais qui sont allés vraiment dominer cette équipe d'Atlanta, qui n'est pas très en forme en ce moment, en difficulté en championnat, et puis également en difficulté en Ligue des Champions. Attention à cette équipe d'Atlanta. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant cette troisième journée de l'UEFA Champions League. Et bien voilà, on va marquer une nouvelle pause dans la grande team. Roger Stéphane, vous allez céder votre place à Yellow, donc je peux vous souhaiter déjà bonne fin de soirée. Et à demain. On se retrouve demain. Nous, on bouge pas, non, parce que je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 22h. On va parler des effets de la Covid-19 dans l'équipe du PSG. Et puis ben voilà, plein de belles choses à partager jusqu'à 22h. Ne bougez pas, on revient juste après ceci.